Bonsoir, un petit live impromptu pour compléter celui de la dernière fois. Alors, il est un peu tard pour moi, il est presque 11h et Ilia est en train de dormir à côté, mais je suis pas à l'abri qu'il se réveille. Je fais un live parce que en ce moment on figure dans, disons que ce qui ressort beaucoup dans les consultations que j'ai en ce moment, il y a souvent des phases. C'est qu'est-ce que je fais quand je suis dans des périodes down, donc c'est ce dont je parlais dans le live précédent, quand je suis épuisée, quand je n'arrive même pas à sortir du lit ou que c'est très compliqué, ou que j'y arrive parce que je me force vraiment à le faire. Hello. Et que voilà, enfin des idées noires ou vraiment quelque chose de sombre, de lourd, comment je fais pour gérer ces phases-là. Donc souvent en fait dans mon travail il y a des moments où vraiment il va y avoir des tendances, et en ce moment c'est vraiment ça, des personnes, plusieurs personnes différentes qui traversent une phase down, et donc bah, c'est vraiment l'occasion d'en parler. J'avais envie de faire ce live maintenant parce que sinon, comme d'habitude, ça va se perdre dans mes papiers et je le ferai pas. C'est hyper important. Alors, j'ai noté plusieurs choses. Je vais essayer de ne pas être répétitive par rapport au live précédent, mais de faire quelque chose de complémentaire. Hello Maëva, hello Julie, hello tout le monde. Ce qui est très difficile en fait quand on est dans ces phases down, et ces phases down, vous vous souvenez, j'en parlais dans la vidéo précédente, ces pics là, c'est-à-dire être très très bien puis être très très mal, parfois être très très bien très peu de temps et très très mal longtemps, ou parfois c'est pareil, ou parfois on n'est jamais très très bien, mais souvent ces pics là, c'est propre vraiment aux personnes qui ont une condition neuroatypique. Qu'est-ce qui se passe quand on est hautement sensible ou neuroatypique? Bah, il se passe que on est difficilement compris en fait par les autres, les personnes qui ne le sont pas. Si l'entourage ne contient pas de personnes neuroatypiques, ou les amis, ça peut être vraiment douloureux parce que on a la sensation en fait d'être anormal, d'avoir un problème. La bipolarité, c'est Maëva, c'est identifié comme un trouble dans le DSM, mais moi, tu vois, je suis pas psychiatre, donc je manipule pas les termes en fait qui relèvent du DSM, sauf boulimie, hyperphagie, parce que j'utilise pas ces définitions-là. Mais la bipolarité, c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, tu peux être bipolaire et neuroatypique. Tu peux être mais il est pas rare en général, quand on a une condition borderline ou bipolaire, souvent il y a des chevauchements de diagnostic, bah, on a un fonctionnement neuroatypique. Mais moi ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est pas de mobiliser les termes de diagnostic, c'est de parler du fonctionnement. Donc quand je dis neuroatypique, ça va être au moins quelqu'un qui a une condition hautement sensible et ou dû au potentiel, qui est sur le spectre autistique, ou qui a un TDA, ou qui a un diagnostic, pourquoi pas, borderline, bipolaire, peu importe, mais regardons quel est le fonctionnement concret, pour pas rentrer dans le risque en fait de poser des étiquettes qui ne sont pas de mon ressort. Quand on a une condition neuroatypique, donc, bah, souvent on n'est pas compris par l'entourage. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas compris par l'entourage et qu'on ne se connaît pas très bien? Et ben, on a l'impression d'être nul, d'être fainéante, de ne pas avoir de volonté, d'être anormal. Souvent on panique du coup quand on est en phase down, parce qu'on se dit bah en fait ça va pas du tout, je suis complètement folle, j'ai un gros problème, donc ça va ajouter de la panique à quelque chose qui est déjà difficile. Donc c'est pour ça que je voulais absolument faire ce live là. Plusieurs points que j'ai notés. Un outil tout bête, pensez toujours en termes de ratio action sur ressources. J'ai fait une vidéo il y a un moment où je parle de la théorie des cuillères, que vous connaissez peut-être, et c'est un peu la même idée. Donc si vous mettez théorie des cuillères, boule de vie dans YouTube, vous tomberez dessus. Si vous farfouillez un peu dans mes lives, je pense que j'avais fait un live Insta dessus.
Le ratio action sur ressources, j'explique. Quand on n'a pas d'énergie, même sortir de son lit, ça peut être surhumain. Même se laver les dents, ça peut être très difficile. Se doucher, s'habiller, je parle même pas de sortir, de faire des choses basiques, la vaisselle, se préparer à manger, tout ça semble absolument impossible. Et c'est pas dans la tête, c'est dans le corps. On n'a pas les ressources. Et c'est d'autant plus difficile qu'on essaye de faire comme d'habitude et qu'on essaye de tenir. Et qu'en plus on se dit, j'ai un problème, tous les gens font ça, moi j'ai un truc qui va pas. En termes de système nerveux, je crois que j'en parlais dans le live d'avant, ça équivaut à être bloqué dans un état dorsal. Dans le dorsal, c'est l'état de... C'est un état qui est normal, mais quand on reste figé dedans, trop longtemps, c'est un état dans lequel on va être en déprime, dans le désespoir, à quoi bon, ça sert à rien, tout semble insurmontable, et puis même quand on a comme une sorte d'impulsion de faire quelque chose, très vite en fait on va s'effondrer, se dire ça sert à rien de toute façon. Donc ça c'est vraiment l'état dorsal. C'est l'état de déprime en quelque sorte. Quand on est dans cet état, les ressources sont très faibles, puisque comme je le dis, la moindre petite action est énorme. Et donc le risque, c'est de regarder que les actions et de ne pas regarder le ratio. Or, quand on n'a pas de ressources, ben, se laver les dents, se lever, sortir, mais même, je vais même pas jusqu'à sortir, parce que des fois, juste se réveiller et tenir la journée, c'est déjà beaucoup. Après, selon les ressources qu'on a, ben, sortir, aller bosser, voilà, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être, aller bosser sans faire ce qu'on voudrait faire, mais juste y aller, juste sortir, juste faire le strict minimum, c'est déjà beaucoup. Ah, je voulais dire un truc qui m'échappe, parce que je suis un peu fatiguée quand même, à cette heure-ci. C'est déjà beaucoup, et... En fait, oui, si on ne regarde pas ce ratio, on tombe dans ce piège de comparer en fait avec des personnes qui ont plus de ressources à ce moment-là. Ah oui, ce que je veux dire, c'est ça. Je le dis tout le temps, mais je le redis parce que c'est super important. Il s'agit bien d'une question de ressources, donc d'énergie, d'élan. Il s'agit bien d'une question de système nerveux et pas de valeur. Parce que souvent, on a tendance à se dire... Les gens bien, eux, ils arrivent à aller bosser, ils arrivent à s'occuper de leurs enfants, ils arrivent à cuisiner, ils arrivent à s'habiller. Moi, je n'arrive même pas à, je suis même pas capable de me doucher, me laver les dents, sortir de chez moi. Ça n'a rien à voir avec être quelqu'un de bien ou avoir de la valeur. C'est une question de ressources et d'état du système nerveux. C'est une question de régulation, c'est une question d'énergie. On vit encore dans une société qui glorifie la productivité, donc le fait de faire beaucoup d'actions selon la ressource qui nous est allouée, mais l'idée c'est de produire beaucoup, de faire beaucoup, d'être dans le faire, d'être dans l'agir, de ne pas s'arrêter. On glorifie beaucoup les personnes qui font plein de choses et qui dorment peu, on admire ces profils, les personnes qui ont peu d'émotions, qui vont couper leur productivité, les personnes qui travaillent beaucoup et qui en même temps sortent beaucoup et qui en même temps font beaucoup de choses, on glorifie ça. Donc c'est important, surtout quand on est neuroatypique, de se souvenir que en aucun cas, c'est une question de valeur. Quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de son lit n'est pas quelqu'un de moins bien que quelqu'un qui bosse 12 heures et qui ensuite sort avec ses potes en boîte. Ça n'a rien à voir. Je pense que quand je le dis comme ça semble évident. Mais quand on est dedans, je suppose que vous reconnaîtrez que on se dit « je n'arrive même pas à, je suis même pas capable de » et on se sent nul. On a l'impression d'être complètement raté, une personne qui a raté sa vie. Donc, ratio action sur ressources. Vraiment important de voir que si vous avez peu de ressources,
bah, chaque action, c'est énorme. Ça compte. C'est vraiment important de reconnaître ça, de ne pas se regarder qu'à travers le prisme de ce que vous faites, mais ce que j'ai fait par rapport à comment je me sens. Et souvent, le piège, c'est de se dire « je ne devrais pas me sentir comme ça ». Donc c'est de ne pas accepter notre état et de juger qu'on devrait se sentir autrement, sauf que c'est la meilleure manière pour que l'état se maintienne dans le temps. Je continue avec un autre piège qui est un peu en lien avec cette question de ratio. Je parlais des personnes qui ne comprennent pas forcément. Et en fait, quand on est régulé dans son corps, quand on n'a pas peur, quand on est sécure, quand on a de l'énergie, quand on n'est pas activé, ça semble hyper simple, tout semble hyper simple. Donc, quand on est bien dans son corps, pas parce qu'on est une meilleure personne, parce qu'on est régulé, parce qu'on a de l'énergie, parce qu'on n'est pas activé par un trauma, par un déclencheur, par un stresseur. Donc quand on est bien, on a l'impression que t'as qu'à te lever, motive-toi, t'as qu'à faire un effort, fais un petit effort, fais-toi un tout petit peu violence, t'écoutes pas trop. Vous l'avez remarqué sans doute, quand vous avez des états différents, quand vous vous sentez bien, vous vous lavez les dents sans vous poser de questions, vous vous habillez sans doute sans vous poser trop de questions, vous faites vos trucs, et tout semble normal et facile et fluide. Mais quand on n'a pas les ressources, quand on est dérégulé, quand on n'a pas l'énergie, quand on est en down, chacun de ces petits gestes, c'est une montagne. Donc le risque dans ces moments-là, c'est quoi? C'est que vous allez avoir autour de vous, forcément, des personnes régulées ou des personnes plutôt neurotypiques sur le continuum qui vont avoir un fonctionnement plus linéaire. Donc qui ne vont pas avoir des pics comme ça. Ou des personnes qui ne sont pas activées par les mêmes choses que vous. Ou qui n'ont jamais eu un état comme ça de down profond. Et donc ces personnes, c'est pas de leur faute, mais elles vont vous dire des trucs qui vont donner l'impression que c'est simple et qu'il n'y a qu'à faire un petit effort et il y a qu'à... Et cette illusion de simplicité, elle vient bien du fait que ces personnes ne sont pas dans votre peau. Elles ne sont pas à votre place. Donc Maëva, tu dis que ils sont énervants. Ok, je comprends. Je comprends parce que moi, c'est douloureux pour moi aussi de ne pas être comprise. Et en même temps, on a cette responsabilité, je crois, de nous reconnaître nous-mêmes. Quel que soit le discours des autres. J'ai la responsabilité de me reconnaître moi, et me reconnaître c'est quoi? C'est valider avec pragmatisme que là, je n'ai pas d'énergie. Sans en tirer des conclusions sur la personne que je suis, la valeur que j'ai, et je sais pas quoi, sans me raconter tout un tas de trucs, sans paniquer, juste, tiens, j'ai pas d'énergie. Et je peux éventuellement me demander, tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai pas d'énergie? Le truc, c'est que souvent, on fait ça sous forme de pourquoi je suis comme ça, c'est quoi mon problème? Donc, c'est pas l'idée. Donc, quand on est dans ces phases down et qu'on a autour de nous des personnes qui sont régulées, qui ne comprennent pas ce que c'est d'être là-dedans, la famille, des amis, des collègues, on a la responsabilité de s'apporter cette reconnaissance. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On vit notre truc, on lutte, et puis des personnes qui ne comprennent pas vont dire tu n'as qu'à faire ci, tu n'as qu'à faire ça, pourquoi t'as pas essayé ça, pourquoi ci, pourquoi ça? Et ça génère de la honte, et ça génère un discours sous forme de j'ai un problème, c'est quoi mon problème, je suis pas normale, pourquoi je suis pas capable de... Et ce discours-là, si vous écoutez votre corps, ça va créer vraiment quelque chose d'encore plus lourd, et éventuellement de l'anxiété, éventuellement de la panique, parce que vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de sombrer dans quelque chose, que ça va jamais s'arrêter, que vous vous éloignez du monde, que les autres continuent à vivre leur vie pendant que vous êtes enfermé chez vous. Et cette sensation-là, en fait, voilà, génère vraiment de la honte et une grande souffrance, un grand sentiment de solitude. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir et c'est souvent ce que disent les personnes avec qui je travaille. C'est que c'est très difficile de ne pas se faire comprendre, de ne pas être entendu, de ne pas être compris.
juste sans jugement et sans donner des conseils qui semblent simples à appliquer, parce qu'en général, on essaye, on l'a fait. Hein, c'est un peu, vraiment, c'est un peu l'image du gars qui passe 3 heures à chercher le problème avec son ordi et quelqu'un débarque en disant « Est-ce que tu as pensé à redémarrer ?» Pour moi, c'est exactement pareil quand on lutte avec de l'anxiété, avec des troubles alimentaires ou pas, et qu'il y a des gens qui débarquent en disant « Mais t'as pas essayé la méditation, t'as pas essayé d'appeler ta mère à la place ?» Ça n'a pas de sens. Mais nous, dans ces moments-là, étant déjà down, c'est vraiment important d'essayer de ne pas mettre d'énergie dans se justifier, expliquer, se faire comprendre, se faire entendre, ou s'énerver parce que l'autre ne comprend pas. Les autres ne peuvent pas forcément comprendre. J'ai écrit un truc, mais j'arrive pas à savoir ce que ça veut dire. Bonsoir Marie. Alors, je regarde juste ce qu'a écrit Yanni. C'est traite car les autres ne montrent que ce qu'ils veulent montrer. Peut-être qu'ils se forcent aussi à donner cette impression de ressources. Alors, il y a effectivement une question de personnes qui... Il y a aussi... Alors, c'est pas de personnes, c'est... On le fait probablement tous. On l'a tous fait à un moment, et peut-être on... il y a quelque chose qui est en lien avec cette glorification d'être active, d'être productive, de faire des trucs, vivre sa meilleure vie, vivre à 100%, pas perdre une seconde. Ce qui va avec, c'est effectivement montrer qu'on réussit à ce jeu-là. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire que faire des choses, être heureux ou donner l'impression de l'être, c'est pas une question de performance et c'est pas une question de valeur. C'est-à-dire que on n'est pas une meilleure personne quand on part en vacances tout le temps et qu'on a une relation amoureuse super et qu'on a 2 beaux enfants et qu'on bosse dans une, je sais pas, qu'on a le job de nos rêves. Alors juste factuellement, on profite de ça, mais on n'est pas une meilleure personne que quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de son lit ou qui reste coincé dans un certain état du système nerveux qui fait que la personne ne peut plus travailler, ne peut pas travailler. C'est pas une question de valeur personnelle. J'ai écrit donc cette chose, donc merci pour le commentaire. Bonsoir Marie. Et puis je sais plus ce que ça veut dire. Bon, c'est pas grave. J'ai noté un truc que j'avais dit au live précédent. J'ai presque terminé. Après, j'ai vraiment des trucs à faire depuis longtemps, donc il faut que je les fasse maintenant. Notamment, il faut que j'envoie des docs pour les membres de l'expérience sécurité intérieure. Ça fait hyper longtemps que ça traîne. Bon, je l'ai écrit, donc ça doit vouloir dire que je voulais le dire. Puis le truc d'avant, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Je disais ah oui, je sais pourquoi j'ai écrit ça. Le piège, j'en parlais dans le live d'avant, c'est quand on est dans ces phases down, de paniquer, de se dire des trucs sur soi-même, de pas être pragmatique et de vouloir continuer à faire la même chose au lieu de reconnaître qu'on a peu d'énergie et qu'il faut restreindre le périmètre d'action et se concentrer sur le vital, le minimum vital, le temps que ça passe. Et souvent, vous me direz si ça vous parle ou pas, pourquoi est-ce qu'on n'est pas pragmatique dans ces moments très down? Souvent, c'est parce qu'on a peur, en fait, que ça ne s'arrête jamais. On a peur de cet état, et en fait, avoir peur du dorsal, souvent, c'est vraiment en lien avec des traumas d'enfance. Là, ça dépend vraiment de chaque personne, mais ça va... Je pense, par exemple, ça pourrait être... C'est un exemple, hein, c'est pas un diagnostic, c'est un exemple. Ça dépend vraiment de votre histoire. Par exemple, ça pourrait être... Il y a des familles dans lesquelles... Enfin, le plus gros exemple, ça va être ça. Si vous avez grandi dans un climat d'abus, de violence, pas forcément d'ailleurs physique, mais même psychologique, par exemple, que vous aviez un parent qui se mettait en colère d'un coup, violemment, ben, très probablement, votre système nerveux, pour vous protéger, va rester principalement dans un mode sympathique, agressif ou fuyant, mais il va rester en action. Vous allez avoir une difficulté très grande à vous reposer, à vous relâcher, lâcher prise. Et c'est pas parce que vous savez pas lâcher prise, c'est parce que votre système nerveux vous empêche ne se met pas en dorsal. Quand vous vous mettez en dorsal, vous paniquez. Quand vous vous mettez en down, en off, vous paniquez. Parce que dans votre histoire, il fallait pas
lâcher la garde, il fallait rester vigilant. Je pense à une personne, mais ça pourrait être n'importe qui, une personne par exemple, dans son histoire, elle savait jamais combien de temps elle allait rester là où elle était. Et donc régulièrement, d'un coup, il fallait prendre les affaires et partir. Et donc évidemment, dans un climat comme ça, on ne peut pas lâcher prise, on ne peut pas se laisser aller. Donc ça donne des personnes qui ne supportent pas le dorsal, qui ont très peur de rester dans cet état. Et le paradoxe, c'est que plus on a peur de cet état, plus on résiste à cet état, plus on essaye de faire comme si on n'était pas dedans, qu'on essaye de continuer à faire comme d'habitude, et plus cet état perdure. Donc c'est super important de vraiment, tout ça, pour moi c'est très important de comprendre que ça sert à rien de se raconter des trucs sur la personne que vous êtes, je suis pas capable de, les gens normaux font ci, les gens bien font ça. Il n'y a pas d'histoire de gens bien là. Vous n'êtes pas, quand vous êtes coincé dans votre lit, vous n'êtes pas en train de tuer quelqu'un, vous n'êtes pas en train de faire du mal à quelqu'un. Il n'y a rien de grave, c'est grave pour vous. Il n'y a rien de mal. Et il n'y a pas, vous n'allez pas avoir un pins si vous levez de votre lit et que vous allez bosser. Je sais que sur le plan collectif, il y a un peu cette mentalité, mais probablement une histoire de capitalisme, j'en sais rien, mais en réalité, il n'y a pas de notion de ça. Donc ça, c'est super important de faire attention à ce qu'on se raconte sur soi dans ces moments-là. Et je fais un lien avec une ressource assez importante qui s'appelle... alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, et je ne sais plus où je l'ai posté. Dans le programme Boule de Vie, c'est sûr. Dans l'expérience sécurité intérieure, peut-être. Je ne sais plus, mais je crois que c'est sur YouTube. Je ne sais plus, en fait. C'est sur Insta. Bon. Il y a une ressource là-dessus. Pour déconstruire cette idée que vous êtes une mauvaise personne quand ça va pas, il faut la déconstruire quand ça va bien. C'est-à-dire que quand ça va bien, il est important de regarder ce que vous vous dites sur vous. Si vous vous dites « Ah là là, je suis génial, en fait, je gère ma vie », et si vous vous mettez à juger les personnes qui n'arrivent pas à faire comme vous, qui n'arrivent pas à sortir de leur lit, si vous vous mettez à vous dire « Ah bah en fait, j'ai tout compris, c'est bon, j'ai plus besoin de thérapie, je suis sauvée », et voyez cet état d'esprit-là. Si vous glorifiez la personne que vous êtes, quand vous vous sentez bien, vous le validez aussi pour les moments où vous vous sentez pas bien. Et donc c'est beaucoup plus difficile de déconstruire ça quand on se sent pas bien que quand on se sent bien. Hyper important ça. Donc voilà, et donc observer sans se raconter des trucs, déduire des choses, ça va permettre déjà de traverser cet état beaucoup plus facilement parce que vous allez faire les choses juste ce qu'il y a à faire. Vous n'allez pas faire du zèle, vous n'allez pas faire comme d'habitude, vous n'allez pas faire comme si vous aviez plein d'énergie. Et puis ça va durer moins longtemps. Et ça, je vous le garantis. Voilà, donc ce live et le live précédent, je vais les mettre sur YouTube et puis je vais les envoyer par mail aux abonnés à la liste mail parce que ça me semble super important. C'est toutes ces notions-là d'énergie, d'énergie au sens propre, hein, gérer son niveau d'énergie, comment faire avec ce fonctionnement très sinusoïdal, comment le gérer quand on est neuroatypique, tout ça c'est dans le module Avancer dans la vie. Quand on ne fonctionne pas comme tout le monde, c'est un module. Pour le trouver, vous tapez module boule de vie sur Google et vous allez tomber sur Podia. Et en fait, c'est module.bouledevie.com. Ça va vous amener sur Podia et vraiment dans ce module, très concrètement, on aborde ces sujets-là. Comment écouter où j'en suis en termes d'énergie, comment je fais avec ce que je vis, comment je fais pour accepter mon fonctionnement. Et c'est vraiment un module que j'ai fait pour les personnes qui ont un fonctionnement atypique, qui sont particulièrement sensibles et qui ont l'impression de jamais réussir à concrétiser quoi que ce soit. Qui ont l'impression de ne pas réussir à mener leur projet. Parce qu'en fait, en général, quand on a un fonctionnement atypique, si on s'écoute, on s'en sort aussi bien que les autres. Mais ça demande de respecter son fonctionnement propre.
Alors, ma meilleure amie est capitaliste, c'est pas facile. Bah, j'imagine que si on vit dans une société capitaliste, on l'est forcément un peu. Dès lors qu'on vit selon les règles du capitalisme, mais je pense comprendre ce que tu dis. En tout cas, quand je parle de capitalisme, je cherche pas à créer un débat politique ou sociologique ou historique ou je ne sais quoi. C'est juste un constat qui concerne notamment la France, probablement la plupart des pays francophones, probablement, j'en sais rien. Peut-être ça s'étend à de plus en plus de pays, je ne sais pas, mais le capitalisme, pour moi, c'est pas une question de... J'en parle pas politiquement, mais j'en parle en termes de productivité. L'individu est là pour produire des ressources et pour les consommer. Et donc, tout ça, ça va avoir pour conséquence que collectivement, on va vivre surtout dans un état du système nerveux très actif. Et on va vraiment avoir du mal à, en plus de nos histoires personnelles, on va vraiment avoir du mal à se reposer, à lâcher, parce qu'on a quand même une injonction à la performance. Voilà, c'est ça que je veux dire. Accepter, c'est apprendre à déculpabiliser. Oui, je suppose. Ça dure combien de temps maximum pour toi, Macha? Alors, je pense que tu parles des périodes down. Ça dure combien de temps? Alors moi j'en ai des périodes down, ça c'est sûr. Aujourd'hui mes périodes down, elles sont assez liées aux circonstances. Quand j'étais vraiment dans la boulimie, quand j'ai commencé mes thérapies, avant vraiment que je comprenne un peu à peine mon fonctionnement, je parle pas même pas des découvertes que j'ai fait après, mais avant que j'entame la thérapie, où je connaissais pas du tout mon fonctionnement, je me faisais violence tout le temps. Et là en fait j'avais des périodes de down qui étaient pas associables en fait à des circonstances particulières. Parce que je pense que j'étais tellement dérégulée en fait que de toute façon quoi qu'il se passe, j'étais très souvent en down et ça durait très longtemps et j'étais très figée dedans. Donc aujourd'hui c'est souvent lié aux circonstances et puis évidemment que je les accepte. C'est pas simple, hein, c'est pas facile et moi des fois j'ai cette narration aussi de ah bah t'étais censé faire ça, tu n'es même pas capable de... Mais aujourd'hui, je sais que c'est mon mental qui parle et je prends un pas de recul et je ne panique pas et je sais que ça va passer. Je suis en train de penser à un truc que je vais mettre sur le programme vis-à-vis de ça en fait. D'où ce bug. Et donc forcément ça dure moins longtemps. En fait, combien de temps? En fait je saurais même pas te dire parce que j'ai plus l'impression de... souvent c'est vraiment des moments de grosse fatigue. C'est pour ça que je dis c'est circonstanciel, soit émotionnel parce qu'il s'est passé des choses vraiment compliquées, soit physique parce que j'ai hyper travaillé, puis j'ai eu l'IA, puis on a mal dormi, ou j'ai voyagé. Il y a des circonstances comme ça qui font que j'ai de la fatigue physique ou émotionnelle. Mais j'ai plus du tout peur de ces phases en fait et c'est plus un problème parce que je sais que ça va passer et je sais que je suis pas censée être productive tout le temps. Parfois c'est difficile pour moi parce que je peux accumuler du retard et je peux me sentir un peu coupable de pas répondre plus vite ou des choses comme ça, mes clientes par exemple. Mais objectivement c'est pas grave en fait parce que y a pas d'urgence, parce que c'est normal de connaître des cycles. Donc vraiment tout ça c'est avancer dans la vie quand on ne fonctionne pas comme tout le monde. Ah ouais, alors ça, donc un an que tu es au Maroc, la vie des animaux est horrible. Je pourrais pas, je crois, je pourrais probablement pas vivre dans ce contexte. Au bout d'un moment, j'aurais besoin de soit me couper de la réalité, enfin, c'est-à-dire de pas voir ça, soit de partir. Et ça, ce que tu soulèves, c'est un vrai sujet. Et donc, il y a des fois où, vous voyez, on en parle un peu dans... Bon, maintenant, c'est fini, mais dans l'expérience sécurité intérieure qui se termine, là, on a eu des échanges, des ateliers sur la sécurité extérieure. Parce que la sécurité intérieure, contrairement à ce que dit le développement personnel, dans la plupart des cas, ou alors j'ai pas atteint ce niveau de sagesse, c'est possible. La sécurité intérieure, elle peut pas être que intérieure. Et donc,
quand j'assiste à des choses qui me traumatisent, quand je dis me, c'est nous, hein, collectivement, quelque chose qui me traumatise ou qui crée de l'insécurité, je vais même avec des techniques de régulation, à un moment donné, je ne vais pas pouvoir m'exposer à ça. C'est normal de devoir s'éloigner de ce qui déclenche. Donc je ne sais pas du tout comment tu fais. Ça doit être très très difficile. Moi j'étais allée en Chine il y a longtemps maintenant. Et j'avais vu pas grand chose, mais j'avais vu, c'était trop pour moi. Et ça me hante encore. Ça me hante vraiment, quoi. C'est très difficile. Et donc des fois, vous voyez, j'ai une image que j'aime bien donner. C'est que si vous êtes dans une zone très radioactive, bah, vous pouvez mettre un vêtement très technique qui va vous protéger. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais à un moment donné, vous êtes quand même dans une zone radioactive, quoi. Donc, le meilleur moyen de se protéger, c'est de ne pas rester dedans. Ouais, c'est très compliqué. Ça me touche beaucoup, en fait. C'est très compliqué. Et puis, en plus, moi, je me sens très peu intègre là-dessus. Ça fait un lien aussi avec la question des valeurs dont on a parlé dans l'expérience, là. C'est que j'arrive pas du tout à passer au véganisme. Donc, ça me touche hyper fort, quoi. À la fois, je suis très... je dis véganisme, mais même, je suis même pas végétarienne. À la fois, ça me touche très très fort, la condition animale, et je m'achète une conscience autrement. Et en même temps, j'ai du mal à mettre en place certaines choses. Et là, vous voyez, je dis ça pour les personnes qui... Je vais envoyer là le doc sur les valeurs, justement, tiens, tout à l'heure. Cette question d'intégrité dont on a tant besoin pour vivre bien avec soi-même. Donc un vrai cas de conscience pour moi. Et donc, ça me touche beaucoup, ce sujet, ce que tu dis. Ça me renvoie aussi à ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Enfin, et pour moi, ça pose d'autres questions encore spirituelles, philosophiques, existentielles, sur... c'est tout un autre sujet, mais ça ouvre beaucoup de champs, en fait, ce que tu partages. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je pense que c'est tout, non ? Il n'y avait pas d'autres questions ? Bon, voilà, une vidéo de... Oui, non, mais je peux pas. Tu vois, là, en fait... Ça, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, active beaucoup d'entre nous, parce que c'est très, très violent. Et en fait, moi, je suis très traumatisée par ça, mais ça suffit pas. Ça ouvre d'autres champs que j'ai pas envie de développer maintenant. Je voulais te dire une dernière chose. Bah écoute, ça va, hein, mais bah, tu peux parler de ce que tu veux, c'est juste que c'est pas... c'est un endroit qui est délicat, et je pense heureusement, parce que je crois que c'est grave, et que ça doit... Enfin voilà, c'est normal que ça me torture, en fait. Je pense que c'est plutôt bien, en fait. Pas à vivre, mais que ce serait peut-être grave que ça me torture pas. Parce qu'il y a vraiment une question qui se pose pour moi. Après, ça se heurte, pour le dire très simplement, à des questions de charge mentale. Alors, on pourrait là me dire, oui, mais on peut pas opposer ça. Bah si, en fait si. Des questions de charge mentale, de comment naviguer. Donc j'essaye vraiment de faire mon possible, mais des fois ça marche pas. Comment naviguer dans ma propre vie en créant de nouvelles habitudes qui peuvent être compliquées pour moi à mettre en place. Et puis j'ai l'IA et j'aimerais qu'il ait plein d'options et qu'il puisse choisir, mais je n'ai pas toujours la possibilité de trouver des alternatives végétariennes ou véganes. J'ai pas toujours l'espace mental. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, quelque chose d'autre? C'est toute une culture et c'est l'enfance de la plupart des personnes d'aujourd'hui. Oui, mais vraiment, j'ai pas envie d'ouvrir ce sujet ce soir. Enfin, je l'ai ouvert, on l'a ouvert, mais j'ai pas... je veux dire... Là, j'en dirai pas plus. C'est vraiment un sujet qui est important. Hein. C'est juste que la vidéo, elle est plutôt sur...
comment tenir dans les périodes très down, que probablement pas mal d'entre vous connaissent. Merci Maëva. Oh mais c'est trop, ça me touche trop, merci. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Bah écoutez, je pense que c'est bon. Quelle heure est-il? J'ai encore le temps de... Oh oui, c'est 23h30. Comme ça, je vais faire je vais envoyer les ressources aux gens de l'expérience et puis j'irai dormir. Et voilà. Bah, je suis hyper touchée et ravie surtout. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous dites. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Et prenez bien soin de vous, si vous pouvez, si vous voulez. Et voilà. À bientôt, bonne soirée, bonne nuit.